Bonsoir et bienvenue à ce webinaire Investir avec les EPCVM. Alors, un certain nombre de nos clients qui déplorent de ne pas avoir assez de temps ou d'expertise apprécient de pouvoir investir avec des EPCVM, c'est-à-dire en déléguant à un gérant le soin d'acheter et vendre. Donc, cette approche-là que nous allons voir ce soir, et nous avons un invité, Michel Souvenet de Tocqueville Finance. Alors, Michel, bonjour. Je vais te laisser te présenter. Oui, je m'appelle Michel Souvenet, je travaille chez Tocqueville Finance et je gère en particulier les fonds Tocqueville Dividende et Tocqueville Olympe Patrimoine, un fonds action et un fonds patrimonial. D'accord. Alors, tu es chez Tocqueville depuis plusieurs années? Oui, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. D'accord. Je rappelle que Tocqueville Finance fait partie du groupe La Banque Postale, oui, c'est comme Easy Bourse fait partie du groupe La Banque Postale. Alors, ce soir, au programme, alors premièrement, je rappelle que c'est un webinaire interactif, c'est-à-dire que vous pouvez poser vos questions et nous, on tâchera d'y répondre au fur et à mesure. Alors, dans le programme ce soir, en premier lieu, on va faire un petit rappel de ce que c'est qu'un EPCVM, quel est l'intérêt d'investir sur un EPCVM. On se posera les différentes questions pour choisir son EPCVM. Et pour être très concret, effectivement, quand on investit sur un EPCVM, on va confier à un gérant le fait d'acheter et vendre un peu à sa place. Eh bien, on va voir concrètement que fait un gérant, quelle est la journée d'un gérant, quelle est son approche, son style de gestion, comment il fait pour choisir ses valeurs. On verra si cette méthode de sélection de valeurs peut aussi être extrapolée à vous sur vos placements actions. Et puis, on verra également les récentes opérations qu'a pu faire Michel, que ce soit en achat ou en vente sur son fonds. Et après, on ira sur le site Easy Bourse et on verra de manière très concrète comment on sélectionne un fonds et puis surtout comment on passe un ordre, quels sont les différents types d'ordres qui peuvent s'attacher à l'achat d'un fonds, quels sont les différents frais qui peuvent être facturés, comment se présente l'interface. Et puis, ensuite, on se posera aussi quelques questions sur le suivi nécessaire à l'investissement dans un EPCVM une fois qu'on a fait l'achat. Alors, un EPCVM, Michel, qu'est-ce que c'est? Alors, l'EPCVM, c'est un acronyme un peu complexe qui veut tout simplement dire organisme de placement collectif en valeur mobilière. Il existe en fait 2 catégories d'OPCVM qui sont plus faciles à reconnaître, qui sont donc d'un côté les FCP, fonds communs de placement, et de l'autre les SICAV, sociétés d'investissement à capital variable. Vous allez me dire quelle est la différence entre les deux? La différence, elle est simple. D'un côté, vous êtes copropriétaire du fonds, c'est le FCP, et de l'autre côté, vous êtes actionnaire d'une société, qui est la SICAV. D'accord. Alors, une fois qu'on a effectivement dit ça, quel est l'intérêt d'investir dans un EPCVM? Alors, généralement, les OPCVM dans lesquels vous investissez sont des OPCVM qui sont régulés par l'Union européenne, par la directive européenne d'investissement, qui s'appelle UCITS. Donc, c'est un cadre juridique qui est rassurant pour un investisseur particulier. Ensuite, ce qui est intéressant quand on va investir dans un OPCVM, c'est qu'on a accès à tout un certain nombre de stratégies, d'univers, de techniques de gestion, auxquelles on n'aurait pas forcément accès en tant que simple particulier. Donc on a vraiment accès à une grande diversité de l'offre, on a accès à des gestions, des équipes de professionnels, et ça permet d'en profiter, d'avoir une solution finalement qui répond à ses besoins. Et surtout, ça permet aussi d'investir dans un placement qui est diversifié, parce que si on investit dans un OPCVM, il n'y a pas un titre, il y en a plusieurs, avec potentiellement un montant assez réduit. Quand je pense notamment aux actions européennes, par exemple, mondiales. Voilà, il peut y avoir un portefeuille avec une trentaine, cinquantaine d'actions. Voilà, donc au lieu d'acheter soi-même 30 actions différentes, on achète un véhicule, un OPCVM, que ce soit un FCP ou une SICAV, dans laquelle la sélection a déjà été faite. Donc on sous-traite un peu cette gestion en jeu. Alors il y a des inconvénients. Oui. Les inconvénients, c'est qu'il faut se méfier des performances montrées et des performances passées. Comme on dit souvent, elles ne préjugent pas des performances futures. Et puis un autre inconvénient qui est un peu moindre, c'est que ce n'est pas du sur-mesure à 100%. On est obligé évidemment de faire des compromis. Ce sont des fonds dans lesquels on investit avec d'autres investisseurs. Donc, ça répond à certains objectifs, mais pas forcément exactement au millimètre près à ce qu'on voudrait faire. D'accord. Peut-être que sur les inconvénients, on pourrait rajouter, mais ce n'est pas toujours un inconvénient. Il y a quand même des frais quand on investit sur un EPCVM. Oui. Alors, il y a des frais de gestion qui rémunèrent le travail du gérant. Il y a également aussi des droits d'entrée et des droits de souscription. Le droit d'entrée, c'est qu'on achète le fonds, et le droit de
de rachat, de sortie, c'est quand on le vend. Alors, ce qui est important de voir, c'est que souvent, ces droits d'entrée et droits de sortie sont à 0%. Ne serait-ce que sur EasyBourse, il y a 120 fonds qui ont 0% de droits d'entrée et droits de sortie. Donc, on peut minorer ces impacts de frais, sachant que sur EasyBourse, comme en France, il n'y a pas de frais de courtage sur les fonds. Donc, pas de frais de courtage, mais des droits d'entrée et droits de sortie parfois, et également des frais de gestion qui sont prélevés directement par la société de gestion. Donc c'est des frais de gestion qu'on ne voit pas, mais qui sont prélevés sur la performance affichée du fonds. Alors peut-être sur les avantages, on peut dire aussi que, notamment quand il y a des dividendes, les dividendes sont réinvestis directement par le gérant dans le cas de capitalisation. Oui, dans les fonds à capitalisation, alors ça on rentre plus dans le détail, on a des fonds à capitalisation et des fonds qui distribuent. Donc dans le cas de capitalisation, le dividende en effet est réinvesti par le gérant. Dans les fonds de distribution, il est tout simplement reversé aux investisseurs via un coupon. D'accord. Quand il est capitalisé, donc c'est le gérant lui-même qui fait cette opération. Voilà, et donc pas besoin de s'en occuper. C'est pas à vous investisseur effectivement de faire son choix. Alors, maintenant, ce qu'on peut voir, c'est quelles sont les questions qu'on peut se poser pour choisir un OPCVM. Oui, alors ça c'est très important de façon à ne pas avoir de mauvaise surprise. Déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire, quel est l'objectif recherché. Est-ce qu'on est là pour préserver son capital et le faire fructifier tranquillement, ou est-ce qu'on est là au contraire pour le faire une plus-value, pour essayer d'apprécier au maximum son capital? Ce n'est pas du tout le même type d'investissement. En plus, après, quelle est la nature de cet investissement? C'est un investissement sur le long terme, est-ce que c'est sur le court terme? La durée du placement est très importante. Quel rythme de versement? Alors, est-ce que c'est peut-être intéressant pour quelqu'un qui veut faire des achats-ventes sur d'une semaine, d'un mois, de prendre un OPCVM? Alors, ça peut l'être. Maintenant, ça nécessiterait beaucoup de suivi, beaucoup de réactivité et donc du temps passé. Après, ça dépend de la disponibilité de chacun, de l'appétit aussi de chacun pour l'investissement et de la volonté de chacun d'arriver à suivre au jour le jour les performances. En tout cas, pour des stratégies de relativement court terme, ce serait important de prendre des fonds à 0%. Ah oui, bien sûr. Ah oui, parce que sinon on empilerait les frais. Exactement. Tout à fait. Après, il y a un autre aspect qui est très important, c'est de savoir quel est le rythme d'investissement et de versement qui est désiré. Donc il y a deux grandes techniques, soit on le fait en une fois, c'est très simple. Alors le problème quand on investit en une fois, c'est qu'on prend un risque, comme on dit, de timing d'investissement. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir de chance à investir au mauvais moment, juste avant une baisse du sous-jacent. Donc ce qu'on recommande la plupart du temps, c'est de programmer son investissement dans le temps, c'est-à-dire d'échelonner les versements sur une période de temps donnée. C'est vrai qu'une fois qu'on a fait son investissement, on peut paramétrer sur EasyBourse des achats programmés et par exemple décider d'investir tous les mois 50 € sur tel fonds, de 100 € sur tel fonds, de le faire soit de manière mensuelle, soit de manière trimestrielle et de pouvoir investir à l'euro près sur un fonds. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la décimalisation, qu'on verra tout à l'heure, qui permet de dire, moi je vais acheter pour 50 € de ce fonds, et donc on aura la quantité, la subdivision de parts exacte qui correspondront à ces 50 €. Et enfin, la dernière question, qui est quasiment aussi la plus importante, c'est quel est le niveau de risque toléré par vous, les autres investisseurs? Il faut faire attention parce que la valeur liquidative d'un OPCVM, c'est-à-dire le prix de l'OPCVM qu'on va acheter, peut varier de façon plus ou moins importante, avec plus ou moins d'amplitude, en fonction de sa nature, en fonction du style de gestion, ce qu'on va voir plus tard. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Combien est-ce que je suis prêt à gagner, mais aussi à perdre, momentanément ou définitivement sur mon investissement? Et à partir de ça, on va se diriger vers des supports d'investissement qui sont adaptés à sa tolérance au risque. Alors, pour vous aider, il y a un ensemble d'informations aussi complémentaires qui sont sur EasyBourse, mais également qu'on peut détailler pour justement se renseigner sur ces différentes qualités du fonds. Je pense que notamment que par exemple, si je vais sur le site EasyBourse, on a une rubrique OPCVM. Quand je vais dans Investir OPCVM, voilà, j'ai ma rubrique OPCVM. J'ai notamment un moteur de recherche. Et dans ce moteur de recherche, je vais pouvoir avoir plusieurs critères pour choisir un fonds.
Donc en premier lieu, ce sera la catégorie, est-ce que je vais me positionner sur des actions françaises, européennes ou internationales. Il y aura également le choix du gestionnaire, donc chez EasyBourse, on propose une quarantaine de gestionnaires différents, donc bien sûr Tocqueville, et également le choix de la devise. Et également, justement, comme on parlait de risque, quelle est la volatilité. Donc 3 possibilités de sélectionner la volatilité, faible, moyenne, élevée. Également, pour choisir son OPCVM. La volatilité, juste pour préciser, c'est comme la propension d'un titre à bouger dans le temps. Plus la volatilité est élevée, plus potentiellement on peut se faire des frayeurs, entre guillemets. Plus la volatilité est faible, plus la performance sera linéaire, mais avec un potentiel d'appréciation plus faible. Et puis on verra qu'on pourra, je dirais, comparer, il y a un couple de performance et de risque. Si on veut bien sûr les fonds qui ont la meilleure performance avec le risque minimum. Donc il y a le ratio Sharpe, que l'on verra tout à l'heure, qui permettra de comparer les différents fonds sur ces critères. Pour continuer sur le choix de l'OPCVM, je peux effectivement faire une recherche sur les fonds éligibles au PEA, tout en mettant par exemple les fonds éligibles au PEA qui sont à 0%. Là, j'aurai environ 120 fonds sur EasyBourse. Encore les fonds éligibles au PEA, PME uniquement. Il y a les fonds ISR, donc ISR, c'est investissement socialement responsable. Donc là, vous allez vous interdire d'investir sur certaines valeurs. Oui, c'est des critères qui sont définis, par exemple, respect de l'environnement, capacité à respecter certaines lois du travail. Voilà, c'est vraiment un ensemble de critères qu'on peut définir et qui permettent de réduire l'univers d'investissement possible. Et alors, la case suivante, c'est investissement programmé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir, c'est un fonds, choisir les fonds qui permettent de pouvoir organiser l'achat tous les mois de 50 euros, de 100 euros, d'un montant choisi, pour pouvoir faire un lissage de ces investissements dans le temps. Donc après, si je choisis un fonds, par exemple, je vais sur les 13 fonds disponibles de Tocqueville Finance, j'ai effectivement un récapitulatif de tous les fonds, est-ce qu'ils sont éligibles au PEA, au PEA, PME. Alors j'ai effectivement des lettres qui sont associées aux différents fonds, Tocqueville Dividende C, Tocqueville Dividende D, ça correspondait à ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors c'est capitalisation, donc les revenus des actions, c'est-à-dire les dividendes, sont réinvestis automatiquement dans le fonds, tandis que de la part D, comme distribution, vous touchez les revenus. Donc à titre d'indication, cette année et l'année dernière, il y a un coupon donc, de 5% qui a été distribué à ce titre sur la part D Tocqueville Dividende. Et après, si je vais sur un fonds, par exemple le fonds Tocqueville PME, sur EasyBourse, on a donc une fiche complète qui va présenter ce fonds avec le DC qui est le document complet sur le fonds. Hein, on va jeter juste un petit coup d'œil. Quels sont les éléments importants du DC? Alors, ce qui est important, c'est de voir avant tout déjà la durée minimum de placement recommandée. Donc là, on voit que c'est au moins 5 ans. Donc, quand on voit que la durée est longue, ça veut dire que c'est un fonds qui potentiellement est volatile, c'est-à-dire que ses performances peuvent varier de façon significative dans le temps. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'avantage fiscal de ce fonds-là. On le voit juste au-dessus de profil de risque et de rendement, là en rouge. Le FCP Tocqueville PME est éligible au PEA PME et au PEA. Donc c'est un fonds qui peut être investi dans le cadre de ces deux enveloppes fiscales, qui donc verra ses performances et ses plus-values non imposées dans ce cadre-là. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder ce qu'on appelle juste au-dessus, l'échelle de risque, là qu'on voit de 1 à 7. Donc 1, c'est un risque extrêmement faible, c'est un investissement quasiment en cash, en monétaire. En 7, c'est ce qu'il y a de plus élevé en termes de risque. Donc on voit que Tocqueville PME est un risque 6, c'est-à-dire que le risque d'investissement est important. Et on revient encore à cette notion de durée d'investissement minimale à 5 ans, qui est expliquée donc par ce risque important sur le timing d'investissement et sur la nécessité d'être conscient des variations possibles de ce type de sous-jacent. Donc le DC, qui est un élément très complet d'informations sur le fonds, là bien sûr directement sur le site un ensemble d'informations complémentaires. Donc bien sûr on récapitule si c'est un fonds de capitalisation ou pas, donc là c'est oui. Les frais de gestion qui sont également mentionnés, l'éligibilité au PEA, PEA, PME bien sûr,
La sélection découverte, est une sélection que nous faisons chez eBourse avec un ensemble de fonds que l'on recommande aux investisseurs plutôt prudents, qui ont une stratégie plutôt de long terme. Voilà, donc, comme ici, on a affaire à un fonds qui a un risque un peu plus élevé. Il n'a pas été, choisi dans la sélection découverte. Donc il est bien à 0% sur eBourse. On peut effectivement faire des investissements programmés sur ce fonds. En l'occurrence, il n'est pas un fonds ISR. Il y a le ratio Sharpe qui est indiqué également. Le ratio Sharpe, justement, ça permet de voir en fonction de pouvoir comparer des fonds en fonction de leur bonne qualité de rentabilité, tout en voyant si le risque ou la volatilité est importante. Alors, comment appréhender ce ratio Sharpe? Le ratio Sharpe, c'est tout simplement la performance retraitée du risque que vous prenez en investissant. Donc, quand un ratio Sharpe est supérieur à 1, c'est assez exceptionnel. Donc là, on est sur un fonds Tocqueville PME qui, depuis son lancement il y a 3 ans, réalise une performance quasiment parfaite. Donc je mets quand même en garde les investisseurs par rapport à ce chiffre qui est très élevé. Sur un fonds action, c'est très rare d'arriver à des ratios de Sharpe de ce type-là. Généralement, les ratios de Sharpe oscillent entre 0,5 et 1. Là, tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que la performance a très largement rémunéré le risque qui était pris dans le cadre de l'investissement sur ce fonds-là. En gros, si on veut simplifier, c'est le quotient, la division entre la performance, par exemple à 1 an de 14,01 divisé par la volatilité 9,32. Voilà. Généralement, on a des chiffres qui sont moins bons, on va dire, mais là c'est vrai qu'on est dans le cas d'un fonds exceptionnel dans sa performance et sur 3 ans. Alors ce fonds est bien sûr éligible au PEA, au PEA PME bien sûr. Au PEA, on peut aussi bien sûr l'acheter dans un compte titre. C'est pas réservé exclusivement au PEA PME. Également comme information importante, c'est effectivement les droits d'entrée et droits de sortie. Donc on voit ici que sur le prospectus, les droits d'entrée sont de 3,5% et chez eBourse, il n'y a pas de droit d'entrée et pas de droit de sortie et pas de frais de courtage. Voilà pour les informations particulièrement intéressantes pour sélectionner un fonds. On va revenir à la présentation sur les points importants à se poser pour choisir un EPCVM. Donc le premier point, on l'a vu, c'est de lire ce fameux DKI, qui est le document d'information clé pour l'investisseur, qui récapitule tout ce qu'on doit savoir à la base avant d'investir. Donc c'est quand même, il est fortement indiqué d'aller récupérer ce document qui est disponible, comme on l'a vu tout à l'heure sur le site d'easybourse, et d'en prendre connaissance. Les performances historiques, c'est important. Les paramètres de risque, on a vu souvent, c'est cette fameuse échelle de 1 à 7 qui résume le potentiel de risque de l'investissement. Après, il faut se tourner plus en détail sur, si on a le temps évidemment, sur le niveau d'expérience de l'équipe de gestion. C'est important quand même de voir d'où vient cette performance, qui est-ce qui l'a réalisé, avec quelle expérience, avec quel recul, voir quels sont les encours sous gestion du fonds. Est-ce qu'on n'est pas tout seul dans le fonds finalement? C'est quelque chose qui peut être problématique à un moment donné. Et puis voir aussi si la société de gestion est bien connue, réputée, et que ce n'est pas une société de gestion un peu farfelue, même si maintenant les cas sont beaucoup plus rares. Ensuite, les dernières choses, c'est que pour s'assurer d'avoir le bon cheval, il faut comparer, tout simplement. Il faut aller voir les différentes sociétés de gestion qui sont susceptibles de répondre à vos besoins et voir quel est celui qui a les meilleures performances, puis qui vous semble le mieux répondre à vos besoins. Et puis enfin, il y a des aides possibles, que ce soit sur le site d'easybourse. Effectivement, sur le site d'easybourse, il y a des liens directs quand vous êtes sur une fiche de fonds, par exemple, le fiche du fonds Tocqueville, par exemple. Vous avez des liens directs pour aller sur le site web de Tocqueville. Effectivement, là, vous avez plus d'informations sur le gérant, qu'est-ce qu'il fait, son univers, tout l'historique, etc. Je vais juste répondre à une question qui nous a été posée. Que signifient les parts P? On a vu les parts C, les parts D, et justement, que signifient les parts P qu'on a vu tout à l'heure sur au moins un des fonds Tocqueville? Oui, alors les parts, bon, alors on a tout l'alphabet pour nommer les parts. Les parts P, souvent non, ça dépend. Nous, dans notre cas, c'est une part qui répond à un minimum d'investissement. Donc vous investissez une somme minimum, ça peut être 1 000 € par exemple, et ça vous permet d'avoir accès au fonds avec des frais de gestion inférieurs à ceux de la part C classique. Voilà. Donc souvent, le nom d'une part
répond soit à un niveau de frais différent, particulier, donc plus le montant investi est important et généralement plus les frais de gestion diminuent, ou, comme on l'a vu au début, répondent à une caractéristique capitalisation ou distribution. Voilà. Est-ce qu'on garde les dividendes dans le fonds ou est-ce qu'on les externalise, on les récupère en tant qu'investisseur? Alors, pour faire très concret, hein, on a pris le choix. Ah oui, alors ça c'est une question qu'on nous a posée. Donc, alors c'est un peu l'interlude récréatif, on va dire. On nous demande souvent, bah, alors qu'est-ce que vous faites de vos journées? J'ai tendance à dire pas grand-chose, mais en réalité c'est pas vrai. Donc voilà, alors ça c'est une journée théorique, hein. Ça ne se passe pas toujours comme ça, heureusement d'ailleurs, parce qu'il faudrait que ça deviendrait ennuyant. Donc en gros, il y a toute une période dans la journée d'approche du marché, de préparation de la journée. La journée de bourse, c'est simple, c'est de 9 h à 17 h 35. Donc la bourse à Paris ouvre à 9 h et elle ferme à 17 h 35. Avant l'ouverture de la bourse de Paris, il y a tout un travail de préparation qui est celui de se tenir au courant de l'actualité. Actualité qu'elle soit générale, hein, économique, politique, l'actualité des marchés, mais aussi celle des portefeuilles, notamment les résultats, la bonne tenue ou pas des entreprises qu'il y a en portefeuille. On peut avoir des échanges dans ce cadre-là avec l'équipe de gestion, de façon à préparer de façon la meilleure possible l'ouverture du marché. L'ouverture du marché donne lieu à une observation du comportement des différents OPCVM que nous gérons et de leurs composantes, qui sont des titres, que ce soit des actions ou des obligations, surtout des actions chez Tolbiel. Une fois cette période passée, on va passer du temps à faire autre chose, c'est-à-dire souvent à travailler sur des nouvelles idées. Donc on peut appeler des cas d'investissement. Quand on gère un OPCVM, un fonds, le fonds est constitué d'un certain nombre d'idées, entre 30 et 60 noms. Donc ça va être, je ne sais pas, des sociétés comme Vinci, Saint-Gobain, Total, Orange, voilà. Et on en a certains en portefeuille, puis on en a d'autres sur lesquels on se pose la question d'investir, et donc ça donne lieu à un travail qui va permettre de prendre une décision in fine. Pour améliorer la qualité du travail, il y a des rendez-vous qui sont pris avec ces entreprises, avec les gens qui décident dans ces entreprises et qui font que l'entreprise va fonctionner plus ou moins bien. Et puis on peut voir aussi des analystes financiers, des économistes qui vont nous éclairer un peu par rapport aux grandes tendances. Souvent, l'heure du déjeuner est l'occasion de rencontrer de façon un peu plus décontractée les équipes de direction d'une entreprise. Ça peut être aussi le temps d'une introduction en bourse. Vous savez, il y a des entreprises qui ne sont pas en bourse, qui ne sont pas cotées et qui désirent potentiellement lever de l'argent sur le CAC 40, par exemple, et qui vont donc entreprendre d'organiser des déjeuners pour se présenter aux investisseurs potentiels. L'après-midi, on peut avoir des temps aussi où on rend des comptes à nos investisseurs, voilà, où on présente potentiellement nos expertises, donc ça c'est aussi un moment important. Le reste de la journée continue. Alors, on peut avoir des réunions de gestion au sein de l'équipe de gestion. Donc souvent, c'est pour faire prendre un peu de recul par rapport à la situation et essayer d'échanger du mieux possible pour qu'il y ait une vraie fluidité dans l'échange et qu'on ne rate pas des convictions mises en avant par les uns et les autres dans leur portefeuille. 17 h 35, c'est tous les jours le son de la cloche, la clôture du CAC 40 et le moment de relever les comptes, hein, de voir si la journée s'est bien passée, si oui, pourquoi, qu'est-ce qui a bien marché en portefeuille, qu'est-ce qui a un peu déçu, et est-ce qu'il y a des choses à travailler. Et puis souvent, on continue à travailler sur les cas d'investissement, ou on passe en webinaire sur EasyBooks. Voilà. Alors justement, il y avait une question là. Quand vous faites des achats importants, est-ce que c'est vous-même qui faites l'achat ou est-ce que c'est quelqu'un de chez vous qui fait l'achat? Est-ce que vous coupez l'ordre en plusieurs parties? Alors maintenant, tout ça est bien réglementé. C'est-à-dire qu'on peut pas entendre, même si on est des gérants, on prend la décision en effet d'acheter ou de vendre un titre, mais ensuite on passe par des intermédiaires pour pouvoir exécuter l'ordre donné. Cet intermédiaire est indépendant et il a pour objectif de réaliser la meilleure exécution possible, c'est-à-dire d'obtenir le meilleur prix possible étant donné les conditions dans lesquelles nous avons passé l'ordre, à l'achat ou à la vente. Donc nous sommes là pour transmettre nos ordres via un logiciel informatique
et cet ordre parvient à cet intermédiaire qui, lui, va intervenir sur les marchés comme le CAC 40, par exemple. Ok. Alors, très bien, on a vu un peu ce que faisait un gérant. Qu'est-ce qui va différencier un gérant d'un autre? Alors, il y a plein de mots un peu bizarres que vous pouvez rencontrer à droite ou à gauche dans vos lectures. Les premiers mots qui sont assez à la mode en ce moment, c'est value ou croissance. Alors, c'est assez simple. Value, ça désigne des sociétés, des actions qui ne sont pas chères, des sociétés qu'on achète à un bon prix. Les sociétés de croissance, tout simplement, c'est marqué dessus, c'est sociétés qui ont un chiffre d'affaires et souvent aussi un résultat, un bénéfice qui croissent de façon supérieure à la moyenne. Voilà. Donc ça, ce sont deux styles de gestion qui, dans les pays anglo-saxons, sont souvent mis en opposition. On parle de gérants value, de gérants croissance. Donc d'un côté, les gérants qui vont aller chercher des pépites qui ne sont pas valorisées rapport à leur qualité, et de l'autre, des gérants qui vont chercher des sociétés qui ont une forte dynamique d'expansion, de développement, qui sont des types de croissance. Donc les tocqueville dividendes mis sur les dividendes est considéré comme... Alors, dividende est plus value à ce titre, qui n'exclut pas qu'on ait aussi en portefeuille une proportion de croissance. Mais c'est vrai que l'essentiel du fonds est quand même sur de la value. Voilà. Ensuite, dans les styles de gestion, les gérants se différencient selon l'univers de capitalisation sur lequel ils investissent. On a parlé tout à l'heure de Tocqueville PME. Typiquement, Tocqueville PME est investi sur les petites capitalisations. On parlait de Tocqueville Dividende à l'instant. On est investi sur ces trois types de capitalisation, petite, moyenne, grande, avec quand même un biais sur les grandes capitalisations. Donc voilà, c'est important parce que à chaque type de capitalisation répond quand même des particularités, des caractéristiques propres. Sachant que les petites ont tendance à surperformer sur la durée, mais sont moins liquides. Donc il y a une certaine illiquidité parfois dont il faut tenir compte. Et les grandes capitalisations sont plus ballottées par le gré des flux sur les marchés. Ensuite, il y a les fonds sectoriels. Il y a des gérants qui sont dans le style et d'être spécialisés sur un secteur, comme par exemple la santé, la technologie, les grandes tendances, les méga trends, ou encore l'or, par exemple. Donc ça, ce sont des caractéristiques très fortes qui définissent un mandat de gestion, souvent limité donc à un secteur, à un périmètre bien défini. Après, il y a deux mots horribles anglais que vous pouvez entendre. On dit bottom-up ou top-down. Alors ça, c'est simple. Bottom-up, c'est tout simplement le gérant qui ne va regarder que les entreprises. C'est-à-dire qu'il ne va pas regarder ce qui se passe autour. Il va se concentrer uniquement sur les caractéristiques de l'entreprise qu'il regarde, sur l'histoire de l'entreprise, sans se préoccuper de l'économie, de tout ce qui se passe par ailleurs. A contrario, le gérant qui est top-down, lui, il va avant tout regarder la macroéconomie, il va regarder les grandes tendances, les grands thèmes du moment, et à partir de cette analyse-là, va investir. Donc c'est deux approches qui ne sont pas irréconciliables, puisqu'il y a souvent des gérants qui font les deux, bottom-up et top-down. Ceux qui font... Est-ce qu'il y a des gérants qui se basent quasi exclusivement ou quasi sur l'analyse technique? Donc, dans ce cas-là, plutôt une approche bottom-up, c'est ça? Non, alors l'analyse technique, c'est un outil nécessaire mais pas suffisant, on va dire. L'analyse technique, c'est utile pour définir les points d'entrée. Imaginons qu'on ait identifié un cas d'investissement porteur et très attractif. Il le sera totalement si l'analyse technique valide le point d'entrée. Voilà. Donc c'est souvent une façon d'éviter d'entrer au mauvais moment. Alors, concrètement, pour vous? Voilà, alors Tocqueville Finance, on est connu pour être des stock pickers, pour reprendre encore un mot anglais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a quand même une approche qui est essentiellement d'analyser les sociétés, regarder les comptes de façon donc micro. On est plus micro que macro, on est plus bottom-up que top-down, pour reprendre des expressions de tout à l'heure. Après, il y a des éléments qu'on n'avait pas mentionnés sur la slide précédente. Dans le style aussi qui caractérise Tocqueville Finance, on a une gestion qui est indépendante des indices. C'est-à-dire qu'on ne va pas se benchmarker, un autre mot anglais, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder le CAC 40 tous les jours pour se demander « Ah, mais mince, comment je me compare, comment j'ai fait mon portefeuille par rapport au CAC 40 ?» La construction de notre portefeuille est le résultat de notre travail
sur les cas d'investissement, sur les entreprises que nous regardons. On ne va pas investir dans une société parce qu'elle est dans un indice. Donc notre gestion est indépendante des indices. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, on avait la notion de one-man show ou de gestion par équipe. Il y a des sociétés de gestion dans lesquelles c'est une personne qui gère, qui prend toutes les décisions. Ça peut très bien marcher, ça marche alors très bien dans de nombreux cas. Maintenant, il y a toujours le risque de la personne qui s'en va et qui laisse la société de gestion en rade. Chez Tocqueville, on est une gestion d'équipe. Nous avons tous des expertises complémentaires et on se plaît, nous nous plaisons à échanger en continu sur nos idées. J'ai une question là sur les hedge funds, OPCVM et hedge fund. Est-ce que ça correspond à la même chose? C'est compliqué. Les hedge funds, à la base, c'est un terme qui définit des fonds anglo-saxons qui sont domiciliés dans des paradis fiscaux. Donc typiquement les îles Caïmans, les Bermudes, les îles anglo-normandes, etc. Donc typiquement ces fonds-là, historiquement, ne sont pas des fonds OPCVM qui relèvent de UCITS, de la directive européenne sur les investissements. Donc on ne peut pas investir sur un hedge fund caïmanais comme si on investissait sur un OPCVM UCITS. C'est même interdit pour un particulier. Maintenant, il existe au format UCITS, donc au format coordonné européen, des hedge funds un peu dénaturés qui vont être accessibles à un particulier. Maintenant, encore plus que sur des gestions actions qui sont simples, puisque ce que vous regardez, c'est que les gérants achètent simplement des actions. Dans la catégorie hedge fund, il peut y avoir énormément de choses. Et là, plus encore que sur les autres supports, il faut regarder le détail de la stratégie, les risques pris et l'antériorité de la gestion. Voilà. Donc une grande méfiance quand même sur les hedge funds, même si certains existent en format UCITS. Alors concrètement, alors choisir ces valeurs, hein, c'est compliqué, ça semble simple, mais en réalité, c'est un travail fastidieux et c'est un travail en continu. Alors initialement, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, c'est de comprendre le modèle d'entreprise. C'est la base. Si on ne comprend pas le modèle d'entreprise, c'est que vraisemblablement, ou de façon probable, quelque chose nous échappera à un moment donné. Donc il vaut mieux éviter. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de parler ou de voir, d'analyser ce que l'équipe de direction a réalisé jusque-là. C'est bien les promesses et les programmes, mais les actes sont quand même plus rassurants et plus engageants. Il faut se poser la question des risques clés. Quand j'investis dans une société, qu'est-ce qui, in fine, va faire que mon investissement va s'apprécier ou au contraire pourra perdre? Ça, c'est très important. Typiquement, si j'investis sur un titre comme Vinci, il y a deux aspects sur Vinci qui sont importants. C'est un, le trafic sur les autoroutes, et deux, la bonne tenue ou pas de la construction en France et à l'étranger. Donc ce sont deux risques clés, la construction et le trafic autoroutier, qui vont faire que s'ils sont bien orientés, le titre sera en hausse, et vice-versa. Quel apport au portefeuille? Ça aussi, nous gérons des portefeuilles qui sont diversifiés en nombre de lignes. Chaque ligne porte des risques clés. Et il faut faire attention que l'assemblage, le cumul des risques clés ne crée pas un risque cumulé trop important. Donc si j'ai déjà du Vinci en portefeuille avec d'un côté des autoroutes et de la construction, aller acheter un Eiffage qui a exactement les mêmes choses, ça pose question. À moins que j'ai une vraie conviction sur ces deux secteurs-là, il vaudrait peut-être mieux choisir l'un ou l'autre plutôt que les deux. Voilà, donc il faut réfléchir et penser que le portefeuille, c'est un cumul, c'est un assemblage de risques et de performances potentielles, et donc il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce que l'on construit. Enfin, évidemment, il y a la valorisation. Est-ce qu'on achète quelque chose qui n'est pas cher? Si on a validé le modèle d'entreprise, si on croit dans l'histoire que l'on va potentiellement acheter, c'est encore mieux si on l'achète à un moment donné où les autres ne l'ont pas vu. Donc si les autres ne l'ont pas vu, ça veut dire que vraisemblablement elle n'est pas chère, elle-même est souvent en relatif, c'est-à-dire par rapport aux sociétés comparables. Typiquement, on a pu arriver à un moment donné où Vinci, je donne un exemple, était très peu cher par rapport à certaines sociétés qui faisaient exactement la même chose, construction ou autoroute.
à ce moment-là, si on croit dans le discours de l'équipe de direction de Vinci, si on croit dans la capacité de la société à bien gérer ses autoroutes, à bien gérer son portefeuille de construction, à ce moment-là, il y a sûrement une opportunité à investir. Ensuite, le dernier élément est important, la liquidité. Quand on achète un titre, on l'achète sur un marché avec d'autres investisseurs. C'est souvent facile d'acheter un titre, puisqu'il y a souvent des vendeurs qui sont là pour vous donner la liquidité, mais derrière, il faut s'assurer que vous pourrez sortir aussi dans les meilleures conditions. Donc ça ne s'applique souvent ça sur les petites capitalisations ou les micro-capitalisations, sur lesquelles souvent le marché est bien moins animé, et sur lesquelles aussi on doit dimensionner la taille de ces investissements en portefeuille de façon conséquente. Alors, sur ces différents critères d'investissement qui peuvent aiguiller, sur EasyBourse, vous pouvez retrouver sur chaque valeur l'essentiel de ces informations. Par exemple, si je prends une société aujourd'hui, on n'a qu'à prendre Airbus. Sur Airbus, on a une fiche valeur qui détaille de manière très complète la société. Alors, premièrement, pour comprendre la société, que fait la société, donc présentation de la société, comprendre son activité, comprendre également son actionnariat, comprendre des chiffres clés, notamment son nombre de salariés, son chiffre d'affaires, qui sont ses dirigeants. Après, on retrouve également toutes les informations financières, bilan, compte des résultats et tous les principaux ratios financiers. Et également, de manière encore plus simplifiée, le consensus d'experts, donc une trentaine d'experts qui donnent leur avis chaque semaine. Est-ce que c'est une valeur qui est plutôt à acheter, à renforcer, à conserver ou alléger? Et on voit l'évolution de leurs avis. Donc c'est un élément intéressant à regarder avant de prendre sa décision. Également aussi bien sûr les graphiques dynamiques sur lesquels on peut retrouver tous les signaux d'analyse technique, tracer les droites de support, de résistance, avec à la fois des outils de dessin, également bien sûr les façons de représenter la courbe, que ce soit avec les chandeliers japonais ou que ce soit pour afficher des outils, comme par exemple les nuages d'Ishimoku, les bandes de Bollinger, les différentes moyennes mobiles, ou de mettre en superposition une valeur par rapport au CAC 40 par exemple. Donc des outils assez complets, en plus bien sûr de l'information financière qui est donnée par EasyBourse et son équipe de journalistes. Alors, donc on va revenir à la présentation, et justement ce qui était intéressant c'était de voir ce qui a pu se passer ces dernières semaines ou ces derniers mois spécifiquement sur ton activité. Oui, alors c'était pas Vinci hier? Non, oui, justement je parlais de Vinci parce que l'actualité d'hier était assez trépidante, on va dire. Non, là c'était juste pour passer en revue un peu les dernières opérations qui ont été réalisées dans le fonds immobilier de dividendes. Donc à l'achat, il y a eu l'achat de Beazley, qui est un assureur anglais. Alors c'est un nom qui n'est pas du tout connu, mais qui fait une activité, qui est un modèle d'entreprise très intéressant. On connaît tous AXA, Allianz, Generali, que des noms de notre quotidien. On connaît moins Beazley, parce que Beazley en fait s'adresse à des assurances, est présent sur les assurances de niche. Donc typiquement, c'est l'assureur qui va assurer le joueur de foot professionnel, qui va assurer un grand avocat, qui va aller assurer un homme politique, voilà. Donc c'est des risques extrêmement particuliers, précis, qui sont assurés par Beazley, et ça en fait un acteur très intéressant, et aussi potentiellement une cible d'OPA. Vodafone, on connaît mieux, c'est un opérateur de télécom comme Orange. L'idée du renforcement sur ce titre, c'est que la valorisation me semblait assez attractive. Et la dernière chose, c'est Natixis qu'on connaît beaucoup mieux. L'idée, c'était vraiment de renforcer l'exposition sur une banque qui finalement n'est pas une vraie banque, puisque pour moi, dans la nature, dans l'essence, c'est plus un gérant d'actifs. Et justement, ce qui est intéressant sur ce titre-là, c'est qu'il est valorisé comme une banque, alors qu'il devrait se comporter plus comme un gérant d'actifs. Donc la valorisation me semble importante sur ce titre, qui en plus verse des dividendes intéressants. Donc là, il y avait une question sur les opérations d'achat, c'est quel montant à peu près qui est investi à chaque fois? Alors ça dépend si c'est... Moi j'aime bien y aller de façon graduelle, donc quand c'est une position qui est initiée, comme Beazley par exemple, c'est autour de 1%, puis après on va faire monter la position au fur et à mesure. Et une position
pleine, on va dire, constituée, c'est entre 2 et 4% voilà, dans le fonds Tocqueville dividende. Après, il y a d'autres gérants d'OPCVM qui peuvent monter de façon beaucoup plus importante. C'est une autre chose qu'il faut regarder aussi. Un fonds concentré, c'est peut-être 20-30 positions, et là, la prise de risque sur des titres individuels est plus forte. Quelques valeurs complémentaires. Alors à la vente, c'est 2 titres sur la santé, AstraZeneca et Roche. Alors AstraZeneca, c'est tout simplement parce que le titre avait fait un parcours exceptionnel, en absolu et en relatif par rapport au secteur. Et puis Roche, que tout le monde connaît également, hein, tout simplement parce que j'avais la volonté d'alléger la position avant les résultats dans les mois à venir d'une étude clinique sur un de leurs nouveaux produits qui aura une importance et une incidence très importante sur le cours de bourse. Donc je veux éviter d'avoir un risque entre guillemets binaire en portefeuille trop important. Voilà. Le dernier titre, c'est beaucoup moins connu, c'est le RTE, donc c'est le réseau de distribution de l'électricité et du gaz au Portugal. Donc l'idée sur ce titre, c'est qu'il a été vendu en partie parce qu'on prenait nos bénéfices sur le titre. Voilà. D'accord. Alors, et maintenant qu'on sait beaucoup de choses sur les OPCVM, on va aller passer un ordre d'achat sur un fonds. Donc on va revenir sur le site Easy Bourse, sur la rubrique OPCVM. Et là, je vais aller directement sur, par exemple, les fonds Tocqueville, par exemple ceux éligibles au PEA-PME. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait une fiche de fonds. Donc je vais sur cette fiche de fonds qui récapitule les différentes informations. Et puis j'ai mes boutons achat-vente pour aller directement sur la fiche de passage d'ordre. Alors bien sûr, il va falloir que je m'identifie en tant que client. Ça y est, je suis identifié sur un compte titre. Voilà la fiche de passage d'ordre. Alors, sur cette fiche de passage d'ordre, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à une fiche de passage d'ordre action? Déjà, il n'y a pas de carnet d'ordre. Donc, effectivement, quand on achète un OPCVM, c'est pas un cours connu que l'on peut voir tout de suite, c'est un cours inconnu. C'est-à-dire que si vous passez votre ordre aujourd'hui, eh bien, la valeur liquidative sera celle finalement de demain soir. Alors, donc, il n'y a pas de carnet d'ordre. Et deuxièmement, quels sont les différents types d'ordres possibles? Eh bien, vous n'avez pas, comme pour les actions, les types d'ordre à cours limité à ce déclenchement, vous avez juste la possibilité d'acheter en direct la part. Alors, quelques informations complémentaires. Donc, la valeur liquidative, c'est effectivement, vous achetez la valeur liquidative ici, c'est celle indiquée au 21/11, c'est-à-dire il y a 2 jours. Pourtant, la valeur liquidative est calculée tous les jours, c'est ça? Ah oui, bien sûr. La décimalisation, ça permet ici de 10 millièmes, ça permet de diviser par 10 000 la part pour pouvoir faire des achats programmés de PCVM. Donc effectivement ici j'ai une valeur liquidative de 15,05 €. Donc si je divise ça par 10 000, ça permet de pouvoir acheter en achat programmé au centime près, même à moins d'1 centime d'écart, pour pouvoir avoir des achats qui correspondent à mon paramétrage. Et puis j'ai une valorisation quotidienne de ce fonds. Après, par exemple, supposons que je vais acheter 2 parts, on va passer l'ordre effectivement pour voir comment ça se passe. Un petit bouton de cochage pour accepter les conditions, je valide, je confirme, et c'est donc mon ordre est passé, et je peux après retrouver cet ordre-là dans mon interface avec mon carnet d'ordre. Et comme l'ordre n'est pas encore passé, j'ai encore la possibilité si je change d'avis, de pouvoir l'annuler jusqu'à demain, l'heure de cut-off, qui est à 14 h. L'heure de cut-off qu'on a vu tout à l'heure sur la fiche de passage d'ordre, la fiche de description, c'est l'heure limite
sur laquelle je dois me positionner. C'est-à-dire que si j'achète avant 14 heures demain, eh bien, la valeur liquidative sera celle de demain soir. Si j'achète après 14 heures, ce sera celle du jour suivant. Et autre élément important, c'est les achats programmés de PCVM qu'on a évoqué à plusieurs reprises. Donc, je vais vous montrer où c'est. Donc, dans le deuxième onglet, prélèvement investissement, vous avez donc la capacité de pouvoir choisir par exemple un fonds. Donc, ajouter un fonds. Supposons que vous souhaitiez ajouter un fonds Tocqueville. Donc, je choisis Tocqueville. Je recherche. Je vois tous les fonds Tocqueville. Donc, je vais choisir le fonds Tocqueville Dividende. J'ajoute. Ça y est, il est là. Je peux dire, par exemple, je vais investir maintenant tous les mois pour 50 € du fonds Tocqueville. Ce sera tous les mois. Je peux indiquer une date anniversaire. Et puis, j'enregistre et ça, tous les mois, j'aurai automatiquement 50 € qui seront passés sur ce fonds. Et c'est intéressant, ça répond aussi à une question qui est posée par un participant. Est-ce que quand je fais un achat programmé, ça me permet d'éviter les frais d'inactivité? Eh bien, la réponse est oui. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Easy Bourse, sur les formules par exemple Easy Découverte ou Easy Premium ou Easy Expert, eh bien, on vous demande, il n'y a pas de droit de garde, mais il y a ce qu'on appelle des frais d'inactivité, c'est-à-dire que si vous passez aucun ordre avec la formule Easy Découverte du 1er novembre au 30 novembre, eh bien le 15 décembre, c'est 3 € qui seront prélevés sur votre compte espèce si vous n'avez passé aucun ordre. Mais si vous avez passé un ordre, eh bien, ces frais ne sont pas facturés. Donc il n'y a pas d'abonnement et pas de droit de garde. Mais si vous avez passé un ordre sur un PCVM, même si cet ordre ne vous a rien coûté parce qu'il n'y a pas de répertage et parce qu'il n'y a pas de droit d'entrée et pas de droit de sortie, eh bien ça vous évite d'avoir des frais d'inactivité. Donc conclusion, faire un achat programmé, c'est une bonne façon de pouvoir échapper à ces frais d'inactivité. Voilà, comme petite astuce. On va revenir à la présentation. Sur les valeurs liquidatives, voilà, je vous ai fait un petit schéma général pour bien vous montrer qu'il y a une heure de cut-off. Si vous passez votre ordre avant l'heure de cut-off, eh bien, votre ordre sera appliqué à la prochaine valeur liquidative. Si vous faites après cette heure de cut-off, eh bien, ce sera la valeur liquidative suivante. Et donc, c'est important de comprendre que dans le cas des EPCVM, il y a un cours inconnu. Vous n'êtes jamais certain de pouvoir, vous n'êtes jamais certain du montant exact final de la valeur de la part que vous allez choisir. Alors, quels sont les frais maintenant qui sont liés à un investissement dans un EPCVM? On a vu qu'il n'y avait pas de droit de courtage, pas de frais de courtage. Il y a des droits d'entrée et droits de sortie. Il y a aussi des frais de gestion qu'on avait pu voir tout à l'heure. Notamment, j'avais une question sur les frais de gestion. Comment vous arrivez à justifier vos frais de gestion? Question un peu brutale. Oui, bah c'est une question légitime. Ça rémunère le service et le travail effectué. Maintenant, oui, il n'y a pas. Après, les frais de gestion, ce qui est intéressant, ce qu'il faut regarder, c'est qu'ils soient bien proportionnés par rapport au potentiel de performance justement du sous-jacent dans lequel vous investissez. Typiquement, si vous investissez dans un fonds de risque 1, donc un fonds monétaire, et que vous avez des frais de gestion par exemple de 3%, si, étant donné que les taux sont très bas, voire à zéro, vous avez en plus des frais de gestion de 3%, ça paraît complètement délirant. Donc, typiquement, vous devriez passer votre chemin sur ce type de PCVM. Maintenant, quand on regarde le type de fonds qui sont gérés essentiellement par Tocqueville, des fonds actions, le potentiel de performance est très important et permet de justifier en partie des frais qui sont normalement compensés par une performance qui est suffisamment importante pour pouvoir le justifier. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut garder le sens de la mesure et qu'il faut être vigilant par rapport aux différents frais ponctionnés dans le cadre de cette gestion. Donc évidemment, les frais de gestion sont bien ponctionnés directement, donc on ne les voit pas.
On ne les voit pas, hein, ce que l'investisseur touche, c'est une performance nette de frais de gestion, qui n'est donc pas la performance brute générée par simple activité de gestion. D'accord. Et puis aussi une commission de surperformance. Alors ça, c'est plus rare, mais ça peut exister. Donc souvent, ça peut être l'objet justement d'une part différente, donc P, je ne sais pas quoi, K ou J, voilà. Donc l'idée, c'est de simplement dire que à partir d'un certain niveau de performance, on applique des frais de surperformance. Typiquement, je suis sur un fonds action lambda, et s'il fait plus de 15% une année donnée, eh ben, on pourra prélever une partie de ce qui est au-dessus de 15% sur cette année-là. Voilà, c'est un exemple, hein, c'est pas rien de précis par rapport à notre gamme. Et donc c'est une façon d'aligner les intérêts de l'investisseur avec celui du gérant et de la société de gestion, à savoir que plus l'investisseur gagne de la performance par rapport à son placement, plus la société de gestion est rémunérée. Et puis à contrario, s'il n'y a pas de performance, il n'y a pas de rémunération. Donc c'est vraiment c'est une façon d'aligner quasiment de façon optimale les enjeux des deux côtés. Une question sur les parts I. Comment trouver les parts I? Est-ce que en tant que particulier, est-ce que je peux investir sur des parts I? Alors, dans l'absolu, oui. Alors, ça dépend des fonds, encore une fois. Il y a des fonds pour lesquels c'est tout bonnement interdit. Après, tout simplement, il va y avoir une barrière de l'investissement minimum à réaliser pour pouvoir avoir accès à la part I. La part I, généralement, c'est une part donc institutionnelle. Et l'idée, c'est que souvent, c'est en dessous de, allez, on va dire, 100 000, 500 000 euros, voire des fois 1 million d'euros. On n'a pas la possibilité d'investir sur ces parts-là. Donc il faut un particulier qui soit extrêmement riche, on va dire, et qui ait la capacité justement de mettre un ticket d'entrée, un investissement initial qui dépasse ce montant minimum. Et alors là, parfois, sur certains titres, certains OPCVM, il y aura la possibilité d'investir sur la part. Un petit mot, oui, alors sur les frais, on en a parlé. Sachez que donc, chez Zibourse, il y a environ 700 fonds qui sont référencés. Donc dont on va retrouver les fiches de fonds avec toutes les indications. Il y a d'autres fonds qu'on peut aussi négocier chez Zibourse. Et dans ce cas-là, ce sont les fonds qui ne sont pas référencés, c'est notre catalogue. Dans ce cas-là, il faut nous contacter pour savoir si effectivement, à quelles conditions ces fonds sont négociables en fonction des différents prospectus donc on est à votre disposition pour investiguer sur les fonds que vous pouvez avoir, éventuellement ou vous voulez avoir, qui ne sont pas encore référencés chez EasyBourse. On a la souplesse souvent pour référencer des nouveaux fonds sur la demande de nos clients. Peut-être pour finir. Oui, alors on a beaucoup parlé de l'acte d'investir dans le PCVM, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Hein. Quand vous commencez à investir dans le PCVM, c'est pas j'y pense et puis j'oublie. Il faut absolument ensuite derrière suivre son investissement. Suivre, c'est, si on a le temps, lire les rapports de gestion qui sont produits par la personne qui est en charge de cet OPCVM, de ce fonds. C'est quelque chose qui permet de mieux comprendre la réalité de la performance sous-jacente. Il faut comparer la performance de son fonds avec des fonds similaires. Donc similaire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont sur la même géographie. On ne va pas comparer un fonds américain avec un fonds européen. En stratégie, on ne va pas comparer un fonds sur des obligations et un fonds sur des actions. Et en style. Alors c'est un peu plus compliqué, mais comparer un fonds, comme on l'a vu sur la stratégie value, c'est souvent pas la même chose qu'un fonds croissance. Voilà. Donc il faut arriver, pour se faire une bonne idée, à comparer des choses qui sont dans la même catégorie. Et puis, quelque chose qui est important aussi de regarder, c'est regarder comment évoluent les encours sous gestion du fonds dans lequel on est investi, et aussi, si on a la possibilité, la société de gestion dans laquelle on est, parce que, encore une fois, c'est bien d'être investi, mais si on est tout seul dans l'enveloppe,
ça peut poser des problèmes à un moment donné. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui vous rassurera sur la bonne santé et la bonne réputation, tout simplement, de votre fonds et de la société d'investissement dans laquelle vous investissez. Voilà, donc ce webinaire touche à sa fin. Quelques éléments de contact de Tocqueville, quelques éléments de contact également de EasyBourse. Bien sûr, le service commercial, si vous n'êtes pas encore client EasyBourse et que vous voulez en savoir plus sur ce qu'on peut vous proposer pour gérer votre PEA, votre PEA-PME ou votre compte titre. Et puis notre service client, toujours à votre disposition pour les clients. Je vais juste faire un mot de publicité pour le prochain webinaire qui sera la semaine prochaine, qui sera aussi sur des fonds. Alors, une autre sorte de fonds, ce sera sur les trackers. Sur les trackers, donc on peut toujours s'inscrire gratuitement à ces webinaires. Et donc, ce sera mardi soir prochain. Et là, j'aurai un autre invité, ce sera Aurélien Requiard de l'IXOR. On parlera des trackers et des ETF. Eh bien, il me reste à dire un grand merci à Michel. Je vais remettre la vidéo pour qu'on nous voit bien. On nous voit bien jusqu'à la fin. Toujours nous, ça va. Voilà, c'est toujours nous. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous qui avez participé. Merci pour vos questions. Et puis, je vous dis à bientôt sur EasyBourse. Bonne soirée. Au revoir, merci.